Il parle ensuite du concept des 1000 vrais fans et des 100 vrais fans. Euh, Est-ce que tu peux approfondir un petit peu sur cette idée-là? Parce que c'était intéressant, on en parlait avant d'enregistrer sur les idées que toi, tu avais par rapport à ça et la connexion que tu avais faite. En fait, lui, parle, effectivement de la théorie des 1000 vrais fans, qui est une théorie qui a, de mémoire été un peu popularisée par un type qui s'appelle Kevin Kelly, qui te dit, bah, globalement, si tu arrives à avoir 1000 vrais fans engagés, bah, ça te permet de vivre, de créer un business, et donc on en revient sur cette liste email. Et il y a je pense qu'il y a 2-3 ans, Lee Jin, qui a bossé dans un fonds d'investissement américain, avait justement parlé plutôt des 100 vrais fans. Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire ça de 10 et d'expliquer pourquoi est-ce que bah, en fait, avoir peut-être 100 vrais fans est peut-être beaucoup plus puissant qu'avoir 1000 vrais fans. Et en fait, elle prend un exemple assez intéressant sur, en gros, l'idée, ce dont je parlais juste avant avec toi, Stan, c'est que en gros, aujourd'hui, tu as pas mal, notamment sur YouTube, des créateurs qui ont mis en place des Patreons. C'est généralement des youtubeurs qui ont une audience conséquente. Et donc, tu as des Patreons donc, où en fait, les, les gens peuvent soutenir avec 1, 2, 3, 5 euros, 10 euros. D'ailleurs, on en voit certains podcasteurs qui font ça. Et donc, tu peux effectivement facilement collecter allez, 100, 150 euros par an pour un créateur, enfin pour une personne de ton audience. En revanche, si tu veux, tu arrives très très vite à un plafond qui est, bah, en fait, sur ce modèle-là, tu peux difficilement faire payer beaucoup plus cher les gens. Et donc, bah, il te faut vraiment une masse très, très critique pour faire décoller ton business, en tout cas passer au niveau supérieur. Parce qu'en fait, entre faire payer quelqu'un 100 euros à l'année ou plutôt que lui faire acheter un produit à 1000 euros par an, en fait, le jeu, il est complètement différent. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, euh, quand en fait, quelqu'un te soutient pour ton travail et te donne 5-10 euros par mois, euh, il le fait d'une manière, en gros, le signal qu'il a envie de t'envoyer, c'est bah, je soutiens ce que tu fais, je trouve ça vraiment cool, continue. En revanche, quand tu es en train de vendre quelque chose qui est à plus de 100 euros, à 200 euros, 300 euros, 500 euros, et que tu offres autre chose, je sais pas, une communauté, un produit, un accompagnement, peu importe, en fait, ton échelle de valeur n'est pas du tout le même quand tu es le client final. Là où avant, tu étais là juste pour soutenir et tu n'attendais pas grand-chose, si ce n'est que le créateur continue de faire ce qu'il fait, quand tu es sur un panier moyen plus élevé, il faut que tu te places à la place de ce client-là en te disant, OK, de manière égoïste, pourquoi est-ce que moi, en tant que client, je vais aller soutenir ce créateur et lui acheter bah, même un bouquin ou je sais pas, un accompagnement, une formation, bref, un produit à plus de 100 euros. Et il y a une notion beaucoup plus égoïste à mesure que le prix de tes produits et de tes services est élevé. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, de réfléchir déjà à ça dès le départ. Parce que c'est compliqué de passer d'un petit panier moyen à d'un coup un gros panier en ayant potentiellement le même positionnement, la même offre et juste un discours un peu différent. Ben après, du coup, tu n'aurais pas la même offre. Il faut que tu aies une offre qui apporte de la valeur. Je pense que comme dans le cas de l'emailing, c'est un truc où c'est quasiment une garantie. C'est-à-dire que c'est quasiment une garantie qu'une personne qui a une audience gagnera plus d'argent en capturant des emails et qui gagnera plus d'argent en vendant des produits qu'en se reposant sur soit du financement participatif, soit de la pub. Ton audience sera toujours mieux monétisée en vendant quelque chose. La réflexion que je me fais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs, tu vois, surtout si de toute manière, tu es assez gros. Si tu es gros et que tu peux générer 10 000 euros par mois en financement participatif et en pub, à la limite, tu t'en fous de pouvoir générer 50 000 euros en vendant des produits. Tu vois, peut-être que ça ne fait pas une différence pour toi. Là où ça fait une vraie différence, c'est quand tu es trop petit pour pouvoir fonctionner sur le financement participatif. C'est-à-dire que si tu as une audience de 10 000 abonnés, en pub ou en financement participatif, tu iras nulle part. Alors que tu peux avoir une audience de 10 000 abonnés et gagner ta vie en vendant des produits si tu réponds à un problème spécifique et que tu as des gens qui achètent ton produit. Si on parlait ici du principe que chaque client vaut 1 000 euros, bah, il te suffit d'avoir mettons, 10 clients. Si on veut revenir sur nos 10 000 euros de la personne en financement participatif, il faut que tu aies 10 clients voilà, si tu as 10 000 abonnés, tu peux avoir 10 clients par mois. Ce n'est pas très compliqué sur un produit à 1 000 euros et donc tu peux t'en retirer comme ça. Donc, beaucoup de choses deviennent viables à petite échelle, mais même pour les gens qui sont à grande échelle, s'ils ont envie d'avoir de l'ambition et de faire des trucs, ça a du sens. Donc, on parlait d'un mec comme Kevin Hart, c'est aussi le concept un peu des rappeurs qui vont faire levier sur leur musique pour construire tout un empire autour de ça. Il y a certains
célébrités qui vont aussi faire ça. Il y a certaines personnalités qui vont le faire. Il y a certains youtubeurs qui le font. Par exemple, je pense à Fabien Olicard. Fabien Olicard, c'est un mec qui est Ouais. connu sur YouTube, mais qui ne se contente pas de faire ça. Il fait des spectacles, il vend des jeux de société, il vend des livres, et il fait tout un tas d'autres trucs à côté. Si tu as envie de le faire, et c'est quasiment sûr que ça représente beaucoup plus pour lui, in fine, que simplement ce qu'il pourrait avoir sur… voilà, en fait, en sous-monétisant ton audience, parce que pour chaque personne qui regarde tes vidéos YouTube, tu gagnes quelques centimes. Et pour chaque personne qui te finance, tu gagnes quelques euros, mais c'est qu'une fraction qui le font. Donc, ouais, vas-y. Ça pourrait être un autre débat, mais tu vois, c'est un petit peu, je ne sais pas si tu as vu un petit peu, tu as observé un peu le phénomène de Substack ces Ouais. derniers mois et ces dernières semaines, avec tout ce concept de passion economy, etc. Et du coup, Donc, en explique un France, peu ce qu'est Substack pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont ouais. pas familiers avec cette plateforme. Alors, l'idée, c'est que Substack, c'est un outil de mailing, donc de newsletter, qui est en fait un outil qui, la promesse, c'est de permettre à n'importe quel créateur de pouvoir monétiser son contenu de manière très, très simple. L'idée, c'est que ça fonctionne comme un outil newsletter, mais très, très simple, un peu à la manière d'un Medium quand on écrit des articles, avec une interface qui est super, super facile pour quelqu'un qui n'est pas technique. Et l'idée, c'est que on peut mettre ce qu'on appelle un paywall et permettre aux gens de payer pour un contenu exclusif et donc payer un abonnement par exemple de 5 ou 10 dollars par mois pour avoir accès à certaines éditions bien spécifiques ou certains podcasts audio, etc. Et ces outils-là, enfin cet outil-là rentre un peu dans ce phénomène passion economy où tout le monde peut vivre de sa passion, etc. Et en France, moi je l'ai vu, il y a beaucoup de créateurs qui se sont mis justement à créer une newsletter sur Substack et à commencer à la monétiser. Et en fait, avec l'état d'esprit, plutôt tu vois, de ces donations, plus que d'avoir une proposition de valeur qui est très, très claire, ce qui fait qu'en fait, bah, tu te retrouves très, très vite sur quelque chose qui a du mal à prendre, où tu as que quelques personnes qui payent et donc tu mets énormément d'efforts et d'énergie dans un contenu qui va être vu par quelques personnes parce que c'est du contenu exclusif que tu réserves à une communauté payante, etc. Et ce que tu dis, en fait, ça revient exactement à ce que tu disais tout à l'heure où euh, c'est intéressant de se mettre dans la tête de quel est le positionnement que je veux avoir avec mon produit et ce que j'ai envie de vendre, parce que, à moins d'avoir une taille critique et comme par hasard, les exemples que Substack prend, notamment Stratechery qui fait, quasiment, je crois, plusieurs millions, par an, bah, oui, en fait, il a déjà une crédibilité qui est énorme. Il avait une audience, avant ça, qui était énorme et donc, bah, oui, c'est beaucoup plus simple derrière de monétiser ça. Mais quand tu Surtout pars le de point zéro, important chez Strategy qui fait du coup des newsletters sur la tech et notamment l'aspect stratégique de la tech, c'est qu'il répond à un problème en fait spécifique pour une certaine exactement. personne. Et il me semble que ça une newsletter coûte 150 dollars par an, un truc comme ça, on va dire, dans ces Ouais, eaux-là. ouais. Il répond à un problème spécifique, c'est-à-dire qu'il écrit des newsletters gratuites une fois par semaine et il fait une newsletter par jour qui est payante. Mais il va s'adresser à des gens qui sont soit des investisseurs ou des VC ou des gens qui sont dans le domaine de la startup et qui du coup tirent une grosse valeur ajoutée de ces insights supplémentaires. Et il y a beaucoup d'autres personnes que je suis qui font du Substack. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Brian Hobart qui fait aussi de la finance, de l'investissement. Mais finalement, ils ont tendance à résoudre un problème précis. Et là, on retombe sur des problématiques en fait, ni plus ni moins que moi, ce dont je parle tout le temps sur la formation, c'est-à-dire avoir un problème dur, comprendre quelle est la douleur et l'urgence que tu résous pour les gens et pourquoi est-ce qu'ils vont payer pour. Et c'est souvent ces newsletters-là qui fonctionnent le mieux. Tu vois, il y a l'audience, mais lui, il a commencé sans audience. Après, tu vois, il l'a monté au fil du temps, son audience sur ses newsletters gratuites une fois par semaine. Je crois que c'est le vendredi que c'est gratuit. Mais comme il résout un problème pour une certaine population et que cette population est prête à payer pour résoudre ce problème, ça fonctionne. Et je pense que c'est vraiment là où se trouve le levier, parce que quand tu fais du contenu gratuit, tu peux ne pas résoudre de problème et quand même avoir de l'audience. Le problème, c'est que la conversion de cette audience en payant va dépendre principalement du fait que tu résous un problème pour lequel ils sont prêts à payer. Et du coup, tu vas avoir des taux de conversion. Imagine un YouTuber gaming qui décide de faire un livre versus un YouTuber, je ne sais pas, nutrition et qui explique aux gens comment résoudre des problèmes de santé, qui a peut-être 100 fois moins d'abonnés, mais qui va faire un livre. Tu vois, le YouTuber gaming, il va faire un livre et c'est des gens qui vont l'acheter par curiosité. Le YouTuber de nutrition qui t'explique comment résoudre un problème de santé super important, quasiment tous ses abonnés engagés vont acheter son livre parce que ça a le potentiel de changer leur vie. Et donc là, c'est vraiment la taille de l'audience. Du coup,
ce n'est plus un aussi bon proxy pour expliquer le potentiel d'une idée. Voilà. Après, évidemment, si tu peux avoir une grosse audience plus un besoin fort, c'est excellent. Mais dans certains cas, le besoin de l'audience va avoir un effet multiplicateur, peut-être, tu vois, de fois 100 sur la valeur d'un abonné, sur la valeur d'un email. Et on en revient à justement ce concept de perennial seller. Si tu as envie de créer quelque chose qui va rester dans le temps, il faut que tu adresses à la fois des concepts qui sont impérissables et surtout des sujets qui vont directement intéresser, résoudre une problématique et éveiller suffisamment la curiosité pour que au fur et à mesure des années, les gens continuent d'acheter ce livre-là. Et par exemple, tu prends influence et manipulation, en fait, la psychologie humaine, qu'on le veuille ou non, ça intéresse toujours les gens. C'est quelque chose qui est incontournable. C'est quelque chose qui ne va pas se périmer avec le temps. Et parce qu'il y a aussi il y a eu un besoin à un moment donné d'écrire ce livre-là pour répondre, pour mieux comprendre les interactions entre les personnes avec des bonnes histoires, etc., etc. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.